Alors, merci beaucoup, Guy, pour cette belle introduction. Merci à tous. Juste avant que le ministre s'installe, je tiens également à remercier la Chambre, Isabelle Dessureau, pour sa confiance, parce que c'est une première qu'on puisse faire cet événement-là ensemble, conjointement. C'est un événement qui est important. Le ministre des Finances qui a choisi le Québec comme première province, Montréal comme première ville pour venir présenter son budget. Et je remercie... Je vous remercie d'avoir commencé avec nous. Très heureuse de vous accueillir. Et ce n'est pas la première fois qu'on partage une tribune ensemble. Non, moi, je suis content. J'avais hâte. Et je disais au ministre hier soir, parce qu'on s'est croisés au budget, le défi, quand on fait un entretien avec le ministre François-Philippe Champagne, c'est toujours d'avoir l'air d'avoir le même niveau d'énergie que lui et de réussir également à poser toutes mes questions et les sujets que je veux couvrir. Alors, c'est le défi que je me lance, que je nous lance aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Puis en commençant, je voudrais peut-être... Vous savez, on a eu une grande élection municipale au Québec. On a la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, Mme Soraya Martinez aussi à Montréal. Moi, je pense qu'on vous donne une grande main d'applaudissement. Une grande leader. Deux amis, je pourrais dire. Fait que je suis content. Moi, j'ai maintenant deux mairesses avec qui je suis bien proche. Puis merci. Puis félicitations à votre élection. Je pense que vous êtes l'une des plus jeunes mairesses des grandes villes du Canada ou la plus jeune mairesse des grandes villes du Canada. Alors, félicitations. Puis ça démontre à quel point l'engagement public est important. Puis, Mme la mairesse, on vous soutient. Puis je pense qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous dans le budget. Je vais aller voir votre collègue aussi de Montréal tantôt. Mais je pense que ça a envoyé un message fort, Véronique, de commencer par Montréal, par le Québec. Vous savez, moi, je suis un des... Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire des ministres des Finances canadiens qui venaient de chez nous. Alors, je pense que c'était une fleur importante. Et puis, moi, je voulais dire, on commence à Montréal, puis on ira vers Toronto plus tard cette semaine. Mais commencer avec vous, ça me faisait plaisir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le budget qui touchent directement les membres de la Chambre, mais aussi le Québec. Alors, merci d'être là aujourd'hui en grand nombre, et puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager une tribune avec vous. Mais là, vous m'avez dit que mon introduction ne peut pas être plus longue que 30 minutes, alors je vous cède la parole. Alors, je vais me lancer, je vais commencer. En fait, on a eu la chance d'assister au huis clos hier à Ottawa, puis on a eu la chance d'échanger également. C'est un budget, puis j'ai eu la chance d'échanger avec certains d'entre vous avant de rentrer ici. C'est un budget d'investissement. C'est un budget qui vise à stimuler l'investissement de nos entreprises, de nos régions. Et j'ai envie de commencer par la défense, parce qu'on a plus de 82 milliards qui est investi pour développer la défense. On en a beaucoup parlé. Vous l'avez concrétisé dans votre budget. Il y a 1 milliard qui est notamment donné à la BDC, Isabelle Hudon, qui est à la table aujourd'hui, pour supporter les PME qui voudront s'intégrer dans ces chaînes d'approvisionnement-là. J'ai envie de vous attendre. Comment est-ce que ce 82 milliards-là, on peut l'utiliser comme levier pour stimuler le développement économique régional? Bien, c'est une excellente question. Puis pour moi, c'est un changement de cap. Vous l'avez dit, c'est un budget d'investissement. On dit qu'on va arriver à balancer nos dépenses d'opération avec nos revenus d'ici 2028-2029. Et ce qu'on va emprunter par la suite, ce sera pour des investissements en capital. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on a dit. Puis c'est vrai qu'en matière de défense, c'est un changement historique. Moi, je dis souvent, on a fait différentes entrevues. Je pense que les gens constatent que le monde a changé de façon majeure durant les derniers mois, certainement. Je dis souvent, c'est la vitesse, mais aussi l'ampleur des changements qui bouleversent les chaînes d'approvisionnement, qui a bouleversé le commerce économique mondial et même, je dirais même, la géopolitique. Le Canada préside le G7 cette année, donc croyez-moi, on est aux premières loges de ça. Et vous avez raison que c'est un tournant historique. Pour le Québec aussi, parce que la défense, on peut se le dire, ça n'a pas été nécessairement un secteur d'activité économique sur lequel on a misé beaucoup par le passé. Par contre, on a des grandes entreprises qui peuvent faire le pivot. Je pense à CAE, je pense à M. Brassard qui est ici des Roudevtech, je pense aux gens de Bombardier qui ont eu des bonnes nouvelles hier. On me disait même que le Global 8000 a été certifié aujourd'hui. Vous êtes là, madame, donc vous l'avez vu. Oui, ben, je pense qu'on peut se donner une main d'applaudissement. C'est quand même... moi, je pense qu'il faut être fier des entreprises qu'on a chez nous. Certainement, on est un des rares pays au monde qui a une industrie de l'aérospatiale aussi forte. Mais oui, la défense va faire partie des nouveaux secteurs. Moi, j'ai dit ça, puis il y a M. Ferreira de la Banque nationale qui est ici, le président, on avait discuté. Je pense que les entreprises québécoises, canadiennes auraient avantage d'avoir une stratégie défense. Dans un monde où l'OTAN a décidé d'investir de façon importante pour la souveraineté, pour la défense des pays de l'OTAN, bien, le Canada, évidemment, va faire sa part. Mais si vous regardez les investissements en défense des pays du G7,
et encore plus des pays de l'OTAN, bien là, il y a vraiment quelque chose là à regarder. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de chez nous parce que le Canada est vu de façon comme un partenaire fiable, un partenaire prévisible. Et je vous dirais, il faut le faire de façon intelligente. Parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même position sur la défense dans les pays du G7. Le Canada doit se servir de la défense comme un levier économique. Il faut d'abord et avant tout qu'on fasse un peu comme nos voisins américains l'ont fait depuis des décennies. Si vous regardez du côté américain, la défense a été toujours l'un des grands budgets pour la recherche et le développement pour favoriser les nouvelles technologies. Alors, nous, il faut se mettre au goût du jour un peu, c'est-à-dire que si on va investir collectivement autant, bien, il faut que ça soit quelque chose qui va servir. Puis je pense qu'il y a des gens du monde universitaire dans nos centres de recherche, dans nos universités, dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité, des champs dans lesquels le Canada a déjà une longueur d'avance, mais évidemment, quand vous redoublez d'efforts, bien, on peut faire des grandes choses parce que vous mentionnez avec Mme Hudon, qui est là, la présidente de la BDC. Merci, Mme la présidente. D'abord, vous étiez ambassadrice, maintenant présidente de la Banque, mais elle me faisait remarquer à juste titre, quand vous mettez 1 milliard, comme on a décidé à la BDC, c'est finalement 4 milliards que vous mettez dans l'économie. Donc, un fonds d'1 milliard nous permet de faire 4 milliards d'investissements. C'est un peu l'effet de levier qu'on va aller chercher. Tu sais, si vous regardez le budget d'hier, c'est vraiment cet effet de levier-là, c'est-à-dire comment on se positionne aujourd'hui. Et les gens me disaient, mais pourquoi vous dites que c'est générationnel? Bien, je dis, écoutez, quand on se compare, d'abord, il y a 4 choses. D'abord, il y a un vent de face global. Hein? Le vent de face, on le sent dans nos familles, dans nos industries, on le sent à travers le pays, c'est normal. On le sent, nous, mais je vous dirais, tous les pays maintenant sont soumis à des droits tarifaires. Il y a certains biens qui sont exemptés, mais le monde économique a changé, alors le Canada s'adapte. Deuxièmement, on a une capacité fiscale unique. Si vous regardez le Fonds monétaire international, on était à Washington il y a quelques semaines, c'est pas moi qui le dis, mais la présidente dit qu'il y a 2 pays dans le monde. Elle n'a pas mentionné 25. Elle dit qu'il y a 2 pays dans le monde qui se démarquent, c'est le Canada puis l'Allemagne. C'est les 2 seuls qui ont vraiment la capacité fiscale de faire des investissements comme ça. Troisième chose, bien, on dit, si on a cette capacité-là, qu'est-ce qu'on fait? On investit dans ce qui va être pérenne, c'est-à-dire le capital, les infrastructures, le logement, évidemment la productivité et la compétitivité. Et finalement, du même côté, bien, on dit qu'il faut dépenser moins aussi dans nos opérations courantes. Puis là, vous voyez les épargnes qu'on a su trouver. Alors, pour la défense, moi, je pense que pour le Québec, c'est une bonne nouvelle parce que ça va être un levier. Il faut que ça devienne un levier économique important. Et non seulement parce qu'on se disait ça tantôt, évidemment, le secteur de la défense au Canada, bon, oui, on a une capacité d'acheter des biens, mais il faut certainement penser, puis c'est sûr qu'on regarde avec le G7, entre autres, on va avoir une réunion qui s'en vient encore, c'est dire comment on peut mieux acheter. Ouais. Et pour nous, mieux acheter, c'est acheter canadien d'abord. Moi, je vais vous dire, ça fait longtemps que je suis ministre, puis j'ai toujours dit, à l'époque, il me disait, bien, il faut qu'on soit ouvert. Moi, j'ai dit, il faut d'abord qu'on soit canadien. Et là, on l'a mis de façon très claire. Quand on peut acheter canadien, on va acheter canadien. Et je pense que ça, c'est une excellente nouvelle parce que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être d'abord nous-mêmes les premiers clients des entreprises canadiennes, des entrepreneurs, des PME à travers le pays. Et ça, je vous dirais que c'est non seulement, c'est une nouvelle façon de voir, mais qui correspond aussi à la réalité économique. On va favoriser d'abord avant tout les gens de chez nous. Je vais revenir sur les contrats publics dans un instant, mais je veux juste conclure sur la défense au Québec. La Fédération des chambres de commerce du Québec, on a lancé la Coalition pour la défense et la sécurité avec plusieurs associations et groupes, dont la Chambre de commerce du Montréal Métro. Il y a aussi Mélanie Lucier, PDG d'Aéro Montréal, qui est là, avec qui on a lancé ça. Richard Blanchet du STIC. Donc, on s'est regroupé plusieurs associations pour être une voix forte pour la défense et la sécurité, parce que le Québec a tous les atouts nécessaires pour aller chercher des retombées importantes, que ce soit dans l'aérospatial, dans le transport terrestre, cybersécurité, mais également le naval avec Chantier Davies, mais également FEDNAV, très, très bien positionné. Et je pense qu'au-delà des investissements qui ont été annoncés, des sommes qui ont été annoncées, ce qui sera important, c'est de s'assurer qu'il y ait des retombées pour nos entreprises ici. Donc, je fais référence au programme des retombées industrielles. Si, par exemple, on achète un sous-marin en Corée ou en Allemagne, bien, assurons-nous qu'il y a des composantes qui soient fabriquées ici, que la maintenance soit faite ici, pour développer nos filières, nos PME notamment, pour qu'on puisse, oui, vendre au gouvernement canadien, mais éventuellement développer d'autres marchés. Et dernier point par rapport à nos recommandations avec la coalition, l'Europe, c'est vraiment intéressant. Il y a des sommes importantes qui seront investies, mais les Américains vont demeurer le partenaire principal de plusieurs entreprises. Donc, assurons-nous de garder des bonnes relations, dans la mesure du possible, avec notre partenaire américain. Bon, mais très d'accord avec tout. Tout ce que vous avez dit, c'est le cas. Écoutez, c'est vrai. Même des entreprises qu'on connaissait pour d'autres choses. Je vous donne l'exemple de Marmen, à Trois-Rivières,
quand je les ai visités avec le premier ministre, on a découvert qu'ils faisaient des parties de sous-marins en Trois-Rivières. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait ça, mais ça vous démontre à quel point c'est non seulement l'aérospatial, mais c'est aussi dans le domaine de l'acier. Ça va même dans les souliers que j'avais hier, parce que les gens de Boulay font les bottes militaires. Alors, écoutez... Est-ce que c'est les chaussures que vous portez aujourd'hui? Non, je les aime tellement, parce qu'honnêtement, ils font bien le premier jour qu'on les porte. Alors, je les ai mis bien au chaud à la maison pour ne pas les salir, mais je vais continuer de les porter, parce qu'honnêtement... Mais pourquoi je l'ai fait? C'est emblématique. Il y avait un message derrière ça, de dire, d'abord, c'est fait au Canada par des Canadiens pour des Canadiens. Il y avait quelque chose au-delà des souliers, il y avait quand même un message de dire, bien, quand on dit qu'on veut construire, quand on dit qu'on veut favoriser les entreprises de chez nous, vous avez une PME depuis 1933 qui a fait des années, évidemment connue pour d'autres choses, mais qui fait aussi une division militaire, qui sont les souliers de la GRC. Donc, les souliers que j'avais, c'est les mêmes souliers que les officiers de la GRC portent et les militaires aussi. Alors, il y a quelque chose derrière ça. Vous dites, c'est vrai pour la grande entreprise, mais le message que je voulais envoyer, c'est vrai aussi pour une PME de 50 personnes à Saint-Tite, qui, elle aussi, maintenant, regarde défense comme un créneau d'investissement dans lequel ils peuvent avoir du succès. Alors, je pense que ça a envoyé un message fort, puis en plus, c'est fait de chez nous, alors pourquoi pas? Absolument, absolument. Je vais revenir plus tard, finalement, sur les contrats publics. Je vais vous amener du côté de la fiscalité et de l'investissement. Alors, le président Trump a mis en place le One Big Beautiful Bill Act, qui, essentiellement, il vient déréglementer, il vient augmenter la compétitivité fiscale aux États-Unis. Et on a vu certaines entreprises qui se sont soit laissées tenter ou qui sont allées de l'avant puis qui investissent du côté américain. Comment évaluez-vous que votre budget, avec les mesures qui ont été annoncées, permettent d'envoyer un signal à nos entreprises de rester ici puis d'investir ici? Ah, bien, je suis content de cette question-là. C'est la meilleure question que j'ai eue à date depuis 2 jours. On est plus compétitif que les Américains. Non, honnêtement, si vous regardez dans le budget, vous regarderez ce qu'on appelle en anglais le marginal effective tax rate que vous avez. On est plus compétitif maintenant. Puis ça, pour monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on regarde à tous les jours. Donc, c'est le taux effectif marginal d'impôt que vous payez. C'est le TEMI? Hein? Oui, c'est ça. Quand vous le comparez, le Canada avec les Américains, on est plus compétitif. Moi, maintenant, je peux dire à tous les entrepreneurs, puis j'espère que ça va passer à la télévision ce soir, à tous les entrepreneurs qui sont là, toutes les PME du Québec, toutes les PME au pays, on est plus compétitif que les Américains au niveau fiscal. Et ça, c'est important pour nous parce qu'effectivement, moi, je me compare, quand on a fait cet exercice-là avec le premier ministre, on regardait ce qui s'est fait aux États-Unis, puis vous avez raison, la plupart des gens chez nous ont le choix d'investir d'un côté comme de l'autre, de la frontière, évidemment. Beaucoup ont des activités des 2 côtés de la frontière. Ouais. On se disait comment on peut permettre au capital de rester chez nous. Alors, la fiscalité, c'est un outil essentiel. Puis aujourd'hui, je peux dire qu'un dollar investi au Canada, c'est plus profitable qu'un dollar investi en matière fiscale aux États-Unis. Alors ça, c'est aussi un changement de cap de dire comment on peut utiliser la fiscalité comme un élément clé. Puis ça, on l'a entendu, je peux vous dire, des gens d'affaires comme vous, des décideurs comme vous qui nous ont dit « Assurez-vous qu'un dollar investi chez nous ait un rendement supérieur à un dollar investi aux États-Unis. » En matière de fiscalité, quand vous regardez ce graphique-là, on s'est inspiré évidemment de ce qui s'est fait. Puis là, c'est évidemment la dépréciation en capital. Quand vous pensez à une dépréciation immédiate des équipements, de la technologie, de l'automation et maintenant même des édifices. Écoutez, je pense que dans l'histoire du pays, j'ai Laurent qui est là de la banque, mais il faut regarder longtemps. Moi, je ne me rappelle pas qu'on a eu des mesures fiscales de dépréciation immédiate d'actifs qui créent de la valeur de cette ampleur-là depuis longtemps, parce que ce n'est pas un incitatif, mais c'est une série d'incitatifs qui font qu'aujourd'hui, si vous dites, moi, je dois investir pour avoir plus d'intelligence artificielle, pour faire de l'automation, pour investir en recherche et développement, bien là, vous avez un outil fiscal qui est assez unique. Puis en même temps qu'on a fait ça, le programme SHRED, qui est assez connu de développement industriel pour la recherche, on s'est inspiré des meilleures pratiques mondiales, mais mieux que ça, on est allé voir les meilleurs au Canada en disant comment vous le vivez, ce programme-là. Et puis là, non seulement on l'a bonifié, mais on a amélioré. Vous savez, souvent, ce qui est intéressant, les gens disent, Monsieur le ministre, ce n'est pas nécessairement de l'argent qu'on a besoin, mais on a besoin que ça fonctionne mieux. Et là, les gens nous disaient, avant ça, vous appliquiez, vous investissiez l'argent, vous aviez un audit et des années plus tard, on vous disait oui ou non si vous êtes qualifié. Maintenant, vous appliquez en ligne. Non, mais Véronique, là, on est au 21e siècle. On applique en ligne. Vous avez une réponse avant de commencer à investir, puis là, vous le faites après. Et je l'ai fait avec les meilleurs de l'industrie parce qu'on est allé chercher le secteur privé, puis on a dit, si vous aviez à faire le programme pour vous, comment vous le feriez? Ils nous sont revenus en 24 heures avec un mémo, puis après ça, on a décidé, on a dit, ça a beaucoup de sens, puis on va changer ça. Et c'est là qu'on a besoin de vous autres, parce que moi, je dis souvent, vous seriez surpris et surprise de voir à quel point
le secteur privé, vous nous avez aidés dans ce budget-là parce que beaucoup des idées, beaucoup des choses qu'on a mis de l'avant, c'était des choses qu'on devait faire pour moderniser l'appareil gouvernemental. C'est ça qui nous a permis aussi d'aller chercher les fameux 60 milliards. Quand on pense à la technologie, quand on parle à processus, quand on parle une plus grande efficacité dans les opérations du gouvernement. Mais je veux dire, vous avez joué un rôle essentiel, et vous aussi, Véronique, avec le travail que vous faites. On a besoin de ça parce que c'est vraiment là où on doit aller. Puis je pense que le premier ministre, ça a donné un changement de cap assez clair que le pays, maintenant, quand on va, après 3 ans, quand on devra emprunter, ça sera pour de la création de capital. Et encore là, quand vous regardez dans les pays du G7, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, les autres pays commentaient un peu sur le Canada. Je regardais même la BBC qui mentionnait le Canada aujourd'hui dans page titre, le Canada. À un moment donné, quand on regarde ce qu'on fait et on se compare, on dit on doit être sur une bonne voie parce que les investissements en infrastructure, les investissements en logement, les investissements en compétitivité et productivité, c'est exactement ce que le Fonds monétaire suggère à tous les pays. Puis là, ils disent, bien, regardez un peu le Canada, ça va vous donner une feuille de route. Bien, là, nous, on l'a mis en place. Je vais faire du pouce sur votre changement de cap. En fait, plusieurs me l'ont mentionné qu'on voit le changement de cap avec le gouvernement actuel. Le budget donne le ton. On voit qu'on est beaucoup plus orienté vers l'économie et bien sûr, les entreprises qui sont ici, mais partout à travers le Québec, l'apprécient beaucoup. Le SHRED, donc le crédit d'impôt à la R&D, ça faisait longtemps qu'on demandait une réforme, donc c'est une excellente nouvelle. La super déduction sur laquelle vous avez fait référence également. Pourquoi ne pas l'avoir rendue permanente comme l'ont fait les Américains? Bien, écoutez, il faut toujours commencer, faut marcher avant de courir. Hein, j'ai appris ça. Alors là, on l'a fait, on va voir. Vous savez, la fiscalité aux États-Unis, s'il y a une chose que j'ai appris, ça change assez souvent. On va s'adapter, mais le message qu'on envoie aux entrepreneurs, il y a une prévisibilité, stabilité. Et c'est ça qu'on veut, je pense. Hein? Les gens nous disent, si les règles du jeu sont claires, on va être capable de s'adapter. Là, on met des règles qui permettent d'avoir des investissements, je veux dire, importants, parce que c'est comme ça qu'on va créer la croissance au pays. Nous, on dit, vous avez vu 280 milliards dans ces piliers-là d'investissement en capital, 450 milliards si vous le prenez sur une comptabilité de caisse. C'est quand même un demi-trillion dans l'économie canadienne. Et ceux qui regardent ça, bien là, ça, c'est juste la part fédérale. Après ça, vous avez la part provinciale, municipale, je pense à la mairesse, parce que vous faites un effet de levier, puis le secteur privé. Tu sais, le secteur privé regarde ça, puis moi, je peux vous dire, là, on va faire le tour, j'allais dire, des grandes capitales, mais le Canada était déjà un pays intéressant pour les investissements. Bien là, je pense qu'on le rend plus qu'intéressant. Là, les gens vont regarder au niveau de la fiscalité, puis aussi au niveau des talents. Je regarde Montréal. Quand tu es à Montréal, tu ne peux pas faire fi. Montréal, grande ville universitaire, on demeure un pays. Vous regardez, on a mis 1,7 milliard pour attirer les meilleurs cerveaux du monde. C'est quand même, quand vous me demandez qu'est-ce qui est générationnel, le changement de cap, 1,7 milliard pour attirer les meilleurs chez nous. Deuxièmement, je regarde les grandes industries qu'on a. Vous mentionnez l'aérospatiale. Il y a peu de pays qui ont encore une industrie aérospatiale, peu de pays qui ont une industrie automobile, peu de pays qui ont même une industrie navale, peu de pays ont une industrie même de sidérurgie, d'aluminium. Donc, nos bases industrielles sont solides. Après ça, vous regardez en minéraux critiques, bien là, bon, il y a eu une réunion du G7, il y en aura une autre très bientôt, mais le Canada, évidemment, on est le partenaire de choix de nos alliés européens. C'est pour ça que vous disiez, les Européens aimeraient bien qu'on fasse plus avec eux. On a une capacité au niveau de l'énergie, ce qu'on a annoncé dans ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires nucléaires. On va être le premier pays du G7 à en avoir un en opération commerciale. Donc, c'est quand même quelque chose. Vous regardez au niveau du nucléaire, on a une avance notable. Puis, on est le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les pays du G7. Et là, on se positionne vers l'Asie-Pacifique parce qu'on sait toujours que la démographie, c'est la destinée. En anglais, ils disent toujours ça, « Demography is destiny ». Bien, moi, je regarde ça, puis en même temps, on se dit, bon, on va se donner un fonds des corridors commerciaux comme le port de Montréal. Je pense qu'il y a des gens du port, 60 d'augmentation de capacité. C'est le genre de levier qu'on a besoin pour être capable d'exporter plus, mettre en valeur nos biens, mais aussi créer de la richesse collective. Parce que le plus grand problème qu'on a au Canada, c'était l'enjeu de la productivité. Hein? Ça fait, mon Dieu, moi j'ai 55 ans, mais je n'entends parler depuis que je sais lire. Donc, ce n'est pas d'hier. Et là, on dit, bon, mais comment on va s'attaquer à ça? L'intelligence artificielle, il faut faire plus. Il faut adopter des technologies quantiques. Il faut moderniser nos entreprises. Mais pour faire ça, il faut donner un coup de main aux entrepreneurs, vous autres, de dire, bien, avec les déductions fiscales qu'on offre, là, on va se positionner pour être capable de le faire. Puis je pense que c'est ça le message fort, c'est que nous, on fait notre part,
pour permettre justement, parce que dans un milieu d'incertitude, écoutez, on regardait le graphique, il y a plus d'incertitudes aujourd'hui qu'il y en a eu durant la crise financière. Ça vous donne une idée, quand vous regardez sur l'échelle mondiale, il y a plus d'incertitudes maintenant. Donc, face à l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On aurait pu se retirer, espérer pour le mieux. Nous, on dit non, on va agir, on a la capacité fiscale. Et là, on va prendre cet argent-là, mais on va l'investir de façon judicieuse, intelligente, pour s'assurer qu'on bâtit les piliers de la productivité de demain. Et je pense que là-dessus, c'est ça, c'est de créer une richesse collective. Puis quand vous regardez notre investissement à nous, on dit bien, ça va amener 1 trillion dans l'économie canadienne. Si vous ramenez ça par travailleur, c'est 3 000 par année. Donc, quand on parle de la richesse collective, c'est ça qu'on doit créer parce que face à l'incertitude, moi, je pense que ça prend de l'action et il faut arrêter d'être très dépendant d'un seul marché pour avoir plus de résilience parce qu'on voit qu'avec un partenaire qui est plus qu'imprévisible, on doit maintenant se tourner vers d'autres marchés. Puis en plus, moi, je pense qu'il faut d'abord et avant tout investir chez nous, puis investir dans l'économie canadienne. Quand on dit acheter canadien, bâtir une économie canadienne, finir le travail de la Confédération, s'assurer qu'un produit qui est fait au Labrador peut être vendu en Ontario. Je veux dire, on est rendu là, j'espère, comme pays, de se dire, face à tout ce qui se passe dans le monde, on va mettre notre maison en ordre. Puis quand on va mettre notre maison en ordre, puis on va investir chez nous, bien, je pense qu'on y gagne tous. Je pense que la prévisibilité, c'est le mot-clé dans le contexte actuel, avec toute l'incertitude qu'on vit avec les États-Unis. Et moi, j'ai la chance de faire le tour du Québec, rencontrer plusieurs entrepreneurs, des grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité. Et on le voit là, depuis un an maintenant, que les entreprises mettent leurs projets sur pause. Est-ce que j'investis au Québec pour agrandir mes installations? Est-ce que je vais du côté américain? Ou j'investis pour diversifier mes exportations? Ou j'attends? Fait que je pense que le signal que vous avez envoyé est intéressant et j'espère que ça va inciter nos entreprises à aller de l'avant du point de vue des mesures qui stimulent l'investissement. Maintenant, si on veut garder nos entreprises ici, il faut qu'il y ait des contrats ici. Hein? Sinon, pourquoi rester au Québec si on a la difficulté à exporter aux États-Unis et qu'on n'a pas accès aux contrats publics? On va déménager aux États-Unis, on va avoir accès au marché américain, puis on va réexporter ici. Alors là, j'aimerais ça vous entendre, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même ce que considèrent certaines entreprises. Alors, depuis le début de la guerre tarifaire, on nous parle des contrats publics. Comment est-ce que nos gouvernements municipaux, provincial, fédéral, peuvent laisser plus d'espace pour les entreprises qui soit fabriquent ici ou qui sont dans les services et qui offrent des services à nos différents gouvernements? Bien, c'est là. Moi, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Moi, j'ai donné le ton. On a donné le ton au fédéral. J'ai même parlé, plusieurs d'entre vous savent, on veut lancer même une initiative avec les grands PDG canadiens, de dire, bon, c'est une bonne chose qu'on le fasse, nous, au niveau fédéral, mais là, si on va avoir l'impact collectif qu'on a besoin dans l'économie, il faut le faire au niveau municipal, il faut le faire au niveau provincial, il faut le faire au niveau canadien. C'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout privilégier des entrepreneurs, des entreprises canadiennes. Moi, je veux dire, écoutez, ça fait 5 ans que je me bats, puis Dieu sait, tant mieux, là, je suis rendu ministre des Finances, je peux le faire. Mais ça fait 5 ans que j'essaie de dire qu'il faut réformer l'appareil fédéral, parce qu'à l'époque, il y avait ce mantra-là de dire, bien, non, il faut ouvrir tout ça. Oui, il faut respecter les accords de commerce, mais d'un autre côté, le monde a changé drastiquement. Puis de ce temps-ci, honnêtement, il y a la clause de la sécurité nationale. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour dire, oui, on va être bons joueurs, mais on n'est quand même pas, on ne va pas être nécessairement le meilleur scout dans tout, là. Alors, d'un autre côté, moi, je dis, bien, on va s'assurer que dans nos contrats, on va pouvoir favoriser les entreprises canadiennes. Et ça, c'est un levier extraordinaire. On a commencé en défense. Regardez les investissements en défense, 80 milliards. Imaginez ce que ça peut représenter pour des entreprises canadiennes. Et je le dis, ce n'est pas juste Bombardier, même si je les aime, mais il y a plein d'entreprises. Il y a des entreprises qui font des uniformes pour l'armée qui me disaient maintenant, on exporte dans les autres pays de l'OTAN. Il y a des gens, puis à Montréal, quand on est à Montréal, il faut penser quantique, il faut penser cybersécurité, il faut penser intelligence artificielle, il faut penser autrement. Puis vous avez parlé des chantiers, du chantier naval d'Évis, par exemple, comment on peut les impliquer dans ces... Vous savez, parce qu'en matière de défense, ça ne sera pas juste l'équipement. Il faut que ça devienne un levier de recherche, puis comment on se positionne dans ça. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, puis je pense qu'avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, avec vous, puis la Chambre de commerce, je pense qu'on devrait se donner une mission collective. Moi, je ne veux pas vous donner plus de travail, mais honnêtement, ça serait de se dire, si on le fait au fédéral, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant collectivement? Parce que le plus grand pouvoir qu'on a, c'est celui de consommateurs et consommatrices. Oui. Chacun d'entre nous, surtout les chefs d'entreprise que vous êtes, avez un rôle important. Il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent dire, bien, nous, on va privilégier, par exemple, des entreprises d'intelligence artificielle de chez nous. On va privilégier de l'achat canadien. Et je pense que ça,
collectivement, parce que nous, notre rôle, vous savez, hier, mon discours, c'était surtout d'essayer d'inspirer le Canada d'être plus ambitieux, de saisir le moment. Oui, il y a un vent de face, c'est vrai, mais bon, face au vent de face, on s'est déjà relevé. On a fait des grandes choses dans ce pays-là. Regardez les installations hydroélectriques, regardez la voie du Saint-Laurent. Il faut quand même le faire. On a calculé que la voie du Saint-Laurent, en dollars actuels, ça aurait coûté 4 milliards et ça a amené 1 trillion de marchandises. Il faut, nous aussi, saisir notre moment dans l'histoire et dire, bien, c'est à notre tour aussi de faire des grandes choses, de le faire en partenariat, mais des grandes choses. Je pense le train. Je pense qu'on a le président d'Alto qui est ici. C'est un exemple. Quand tu fais quelque chose comme ça, bien, c'est périn sur les 200-300 ans à venir. Alors, est-ce qu'on est capable de se donner des leviers économiques comme ceux-là? Le port de Montréal-Contrecœur, c'est un bel exemple. Écoutez, 60 d'expansion, ça va amener un levier économique extraordinaire pour Montréal. On parlait du port de Saguenay. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que cet investissement-là en infrastructure, quand je l'ai dit générationnel, moi, je peux vous le dire, puis ça va vous donner une idée d'où ça vient, ça. Quand j'ai regardé ce que l'Allemagne a fait, l'Allemagne a un plan d'investissement de 500 milliards sur 12 ans. L'Allemagne, plus grande économie de l'Europe. Quand vous regardez le plan canadien par rapport au plan de la plus grande économie en Europe, vous allez voir qu'on se compare bien. On investit plus quand on compare ce que nous, on fait par rapport à ce qui s'est fait dans le plus grand pays d'Europe. Donc, ça vous donne un peu l'idée, quand j'ai dit c'est générationnel, c'est des mots choisis, mais c'est des mots qui sont basés aussi. Je sais qu'il y en a qui me disent, oui, mais vous comparez, je veux bien, mais il faut toujours bien que je me compare avec les autres pays du G7. On ne vit pas dans un île du Pacifique, là. Alors, quand on se compare avec ce qui se fait dans les plus grands pays, dans la plus grande économie, puis on se dit, bien, quand on se compare, nous aussi, je pense que là, on a donné une direction au Canada qui va nous amener vers la productivité puis sur la prospérité. Moi, je pense qu'on peut se donner aussi une tape dans le dos des fois comme Canadiens, Canadiennes, comme Québécois. Bien, écoutez, on se donne les moyens de nos ambitions. Moi, hier, je suis rentré à la maison, mais j'espère que chaque Québécois, dans leur cœur, sente qu'on est maître chez nous, on se donne les moyens de nos ambitions. C'est pas facile pour beaucoup de secteurs, mais avec les investissements qu'on fait puis ce qu'on a déjà, moi, je pense qu'on va y arriver ensemble. Absolument. C'est pas facile, vous l'avez dit, mais je pense que si on réussit, comme vous l'avez mentionné, à ouvrir davantage nos contrats publics, puis moi, je prends la mission que vous nous avez donnée. Je trouve que c'est une excellente mission. Je pense que nos entreprises le font déjà, puis peut-être peuvent avoir un regard plus précis pour s'assurer de choisir des fournisseurs québécois de produits et de services quand c'est possible de le faire. Mais je nous invite aussi à suivre de près la politique achetée canadien pour s'assurer que concrètement, sur le terrain des vaches, là, sur le plancher des vaches, que ça ait des retombées, alors que ce soit dans vos agences de transport, que ce soit dans toutes les agences et l'appareil gouvernemental, qu'on puisse vraiment s'assurer de mettre en place des critères qui vont favoriser le contenu local, que ce soit dans les matières premières, dans les produits ou les services. Et ça, c'est une demande de longue date de nos entreprises, puis je le sens encore plus depuis que le président Trump a été élu. Ouais, écoutez, il y a un vent de nationalisme économique dans le monde. On va se dire les vraies choses. Là. Je veux dire, regardez le monde d'aujourd'hui. Je dis souvent, les gens me disent, oui, M. Ministre, vous étiez là dans le temps. Je dis, oui, mais le monde a changé à une vitesse, je veux dire, dans les derniers mois, peut-être dans la dernière année, je le dis souvent à une vitesse puis à une échelle qu'on n'a pas vue peut-être depuis quoi? La chute du mur de Berlin, il y en a qui veulent aller jusqu'à 1945, mais l'ordre économique mondial est en pleine transformation. Je veux dire, ce qui était vrai il y a 2 ans, aujourd'hui, est remis en question à bien des égards. Alors, face à cette nouvelle réalité-là, comme vous avez dit, bien, il faut s'ajuster, il faut prendre des mesures concrètes. Et moi, je pense que d'être d'abord client chez nous, c'est une bonne façon de le faire. Déjà, c'est un pas, mais on doit faire plus. Puis je suis content si vous prenez le défi de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous avez raison qu'il faut que ça soit à tous les niveaux, puis vraiment, tu sais, je reparle HéroDevTech. Pour ceux qui connaissent HéroDevTech, Martin est là. Mais HéroDevTech, Martin, je peux me permettre de dire, M. Brassard, je devrais dire, devant toutes ces caméras-là, dont TVA, me dit-on. Je pense que on peut le dire, puis j'ai votre fondateur qui est devant moi aussi, vous êtes quasiment né de ce contrat-là qui vous a permis de lancer HéroDevTech à l'époque, parce qu'à l'époque, le gouvernement canadien avait insisté pour que les trains d'atterrissage soient faits chez nous. Alors, il y a des choix stratégiques comme ça qui donnent naissance ensuite à des entreprises qui sont des fleurons de l'économie québécoise. Alors, on l'a déjà fait par le passé. Tu sais, souvent, moi, je m'inspire, les gens, vous regardez souvent en arrière. Oui, parce que quand on sait ce qu'on a fait, ça nous donne l'impression qu'on peut faire plus encore. Parce que quand on regarde ce qui s'est fait avec HéroDevTech, vous êtes né de ça, plus ou moins. Évidemment, il y avait des fondateurs, il y avait de la technologie, il y avait
la R&D derrière ça, mais ce contrat-là a fait d'Aérodeftex ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, c'est un peu un exemple que moi, je garde en tête parce que c'est ce genre d'exemple-là qu'on a besoin de dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui, dans 20 ans, 30 ans, va nous permettre de dire, bien, on va avoir multiplié par 10 des Aérodeftex où ils vont... Puis ça, c'est peut-être en intelligence artificielle, c'est peut-être dans le quantique, c'est peut-être la cybersécurité, c'est peut-être même dans l'entretien des navires qu'on aura besoin. Il faut penser comment on va se positionner stratégiquement. Puis aujourd'hui, moi, je vous dirais, vous avez des gens qui sont prêts à travailler avec vous là-dedans. Je pense que vous avez des gens qui sont au sein du gouvernement qui comprennent cette nouvelle réalité-là. On parle avec nos collègues de travers le monde, on voit ce qui se voit dans le monde. Puis moi, je suis toujours à regarder c'est quoi les meilleures pratiques. Regardez ce qu'on a fait avec même les paiements automatiques de l'impôt. Oui. Bien, on s'est inspiré. Je vais vous dire d'où ça vient, c'est pas compliqué. Ça vient d'une discussion que j'ai eue avec ma collègue suédoise, je pense que c'était au Suède, au Danemark. Il dit, nous, évidemment, les gens là-bas, évidemment, c'est un pays unitaire, différent de chez nous parce qu'on est un pays fédéral. Mais dans ces pays-là, ils sont capables de faire les rapports d'impôts automatiques. Alors, on s'est inspiré. Puis, on a même trouvé qu'à l'agence, on le faisait. Alors, on dit, bon, on va le faire plus. Donc, c'est le genre de choses qu'on a besoin de développer. On se compare beaucoup avec les autres. Moi, je suis toujours à regarder les meilleures pratiques. Évidemment, ça aide qu'on préside le G7, là. Mais on va continuer de le faire parce que moi, je regarde toujours qu'est-ce que les autres font dans le G7, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Puis je pense que hier, c'était dans cette direction-là qu'on s'en allait comme pays. Si, il nous reste une dizaine de minutes. On a Déjà? encore 2 ou 3 sujets à couvrir. Si je parle de fiscalité, bon, on a une excellente nouvelle avec l'abolition de la taxe de luxe. Alors, parce que cette taxe-là nuisait à l'investissement, puis c'était contre-productif. Donc, ça, c'est une demande qu'on avait de longue date. Maintenant, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi on ne fait pas juste réduire le taux d'imposition des entreprises, notamment des PME, pour être plus compétitifs par rapport aux États-Unis et surtout donner de l'air à nos entreprises pour qu'elles puissent investir d'elles-mêmes? Est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on avait de la marge? Écoutez, quand on est au gouvernement, c'est toujours une question de choix. Nous, on a fait le choix d'être plus compétitifs sur les investissements. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le taux effectif, il est plus bas au Canada qu'aux États-Unis. Sur la taxe, écoutez, c'était une décision aussi pragmatique. Je l'ai expliqué parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont... Croyez-moi, c'était la deuxième question que j'ai reçue hier face aux journalistes, puis il devait en avoir 150, comme on me disait, dans la salle. La deuxième question que j'ai eue au Canada sur le budget d'hier, c'était cette fameuse taxe-là dont vous faisiez mention. Et pour vous donner une idée, j'ai dit, c'est assez simple dans mon livre. Ça me coûtait plus cher administrer la taxe que l'argent que je recevais de la taxe. Alors, moi, je suis un gars assez simple, hein? Je fais 1 plus 1. Je dis, écoutez, je ne peux pas maintenir une taxe qui me coûte plus cher à administrer que ce que je reçois. Puis en même temps, évidemment, il y a peu de pays qui mettraient une taxe sur un des secteurs clés de l'économie. Mais je vous disais ça parce que c'était assez intéressant comment c'était perçu dans différents milieux. Mais moi, je disais, écoutez, ce n'est pas la seule taxe que j'ai abolie qui était, j'appelle ça des taxes inefficaces parce qu'il y a des taxes comme ça qui sont j'allais dire, dans la loi fiscale. Et ça, c'est une des choses que je regarde souvent, comment on peut faire. Puis là, vous ne m'avez pas parlé, mais même la nouvelle agence sur les crimes financiers que j'ai mis en place, qu'on va mettre en place, ça aussi, ça s'inspire des meilleures pratiques. On s'inspire des Britanniques, on s'inspire des Italiens. On va être parmi les pays du G7 à avoir vraiment une... Puis ça s'adresse vraiment à ce qu'on regarde tout ce qu'il y a dans les crimes financiers, crimes organisés, terrorisme, financement illégal. Alors ça, je pense aussi, c'est bien d'avoir une agence dédiée là-dessus. On avait besoin de ça au Canada. Mais ça, quand vous parlez de la confiance des investisseurs, quand vous parlez des gens, c'est le genre de choses que les gens regardent aussi à l'international. C'est quoi les balises qu'on se donne? Puis ça, c'était une des choses qu'on a décidé de faire qui va renforcer le système financier canadien parce que là, on va avoir les moyens aussi de surveiller ceux qui voudraient utiliser de façon illégale le réseau financier canadien. Excellent. Je vais commencer à y aller en rafale, compte tenu que le temps commence à filer. Corridor de commerce, vous y avez fait référence, des investissements importants. Vous avez fait référence au port de Montréal. Il y a le port de Saguenay qui va avoir son 2e quai, qui va lui permettre de diversifier nos exportations, notamment dans le secteur minier. Une excellente nouvelle pour nos régions. Ouais, bien, effectivement, non, c'est plein de bonnes nouvelles. C'est parce qu'on a 10 minutes, là. Moi, je pourrais continuer. Je pourrais continuer, là. Non, mais c'est une excellente nouvelle, vous avez raison. Mais d'abord, très content pour Saguenay. Il y a d'autres projets, je sais qu'il y en a à Québec, il y en a un peu partout. Mais ce que j'aime dans ça, c'est les corridors commerciaux. Et je vous donne un exemple parce que j'étais avec, puis là, c'est pas ici au Québec, mais ça va vous donner un peu le genre pourquoi on a fait ça aussi. Je regardais au port de Vancouver, on me disait c'est bien d'augmenter la capacité du port, mais on me disait qu'il manque un viaduc à quelque part pour qu'on puisse augmenter la capacité. C'est le genre de choses ce qu'on appelait les fameux bottlenecks qu'on a un peu partout.
Moi, j'ai parlé à la présidente du CN, le président du Canadien Pacifique aussi, pour voir c'est quoi les goulots d'étranglement qu'on a dans notre système pour rendre le commerce plus fluide. Parce que les gens disent qu'il faut qu'il y ait une fluidité dans le commerce, que ce soit, par exemple, Contrecoeur, que ce soit au Saguenay, que ce soit à Québec ou d'autres parts, mais aussi, c'est tous les corridors commerciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener de la fluidité? Parce que quand c'est fluide, moi, je peux vous dire, on a parlé aux grands de ce monde qui sont dans le domaine maritime et la logistique. Et évidemment, quand ils regardent ce qu'on fait au Canada, je pense qu'il y a des investissements majeurs que les grands joueurs mondiaux regardent. Parce que je sais que les gens, vous regardez souvent le mondial, oui, mais c'est parce qu'il faut regarder aussi l'attrait qu'on a face à ces grands joueurs-là qui nous comparent à travers le monde, qui disent, bien, regardez, quand vous regardez le secteur minier au Canada maintenant, avec ce qu'on a mis dans le budget, vous regardez le reste du monde, on se démarque. Quand vous regardez au niveau de la fiscalité, je me démarque. Quand je regarde au niveau des investissements, je me démarque. À un moment donné, le monde est en train de regarder ce qui se passe au Canada. Ils disent, bien, c'est sûr que si on a le choix d'investir, le Canada était déjà attractif, mais là, avec ce qu'on a fait hier, on est plus attractif que jamais. C'est là qu'on va être capable, ensemble, de faire la différence puis de créer de la richesse collective. Alors, quand on regarde nos infrastructures de transport, il y a effectivement les investissements qui ont à être faits, soit dans la maintenance ou dans le développement pour s'assurer de la fluidité. Puis vous avez raison de le dire, de l'étranger, les gens nous regardent, puis nous disent, est-ce que le Canada, est-ce que j'ai investi au Canada dans le manufacturier, dans d'autres secteurs? Est-ce qu'il va y avoir une fluidité au niveau de nos infrastructures de transport? Puis le deuxième point, puis on ne rentrera pas dans ce débat-là aujourd'hui, mais c'est les relations de travail. Alors, les nombreux conflits de travail qui ont eu lieu, que ce soit au port, dans le secteur du rail, puis on le voit aujourd'hui à la STM, c'est un autre niveau, mais ça nuit à cette fluidité-là et ça nuit à notre capacité de demeurer attractif. Donc ça, c'est un autre dossier, mais je tiens quand même à le souligner parce que c'est important. J'ai envie de vous amener du côté de la main-d'œuvre, des travailleurs étrangers temporaires, parce que votre gouvernement veut accélérer certains projets stratégiques. On veut développer nos infrastructures de transport, les corridors de commerce. Il y a des sommes importantes qui ont été annoncées au niveau des infrastructures. Pour faire tous ces projets-là, ça nous prend du monde. Ça nous prend des travailleurs. Et au Québec, l'enjeu de la rareté de main-d'œuvre, c'est encore le défi numéro 1 des petites et moyennes entreprises partout à travers le Québec. On nous parle de la rareté de main-d'œuvre et des travailleurs étrangers temporaires avant même de nous parler de la guerre tarifaire. Donc là, nous, ça fait des mois qu'on demande aux deux paliers de gouvernement de mettre en place des restrictions, un moratoire pour permettre à nos travailleurs de rester ici au Québec, au Canada. J'aimerais ça vous entendre. Comment est-ce qu'on fait pour concilier l'accélération des projets, de nombreux projets, puis de l'autre côté, le manque de main-d'œuvre? Non, mais vous avez raison. Écoutez, moi, je viens d'une région, c'est pas tous les jours, je pense qu'il y a aussi un ministre des Finances qui vient de la ruralité. Là, moi, je viens de la Shawinigan. Vous comprendrez que les enjeux de main-d'œuvre en région, on les vit, on les connaît. C'est du quotidien pour les entrepreneurs. C'est vrai qu'il a fallu aussi reprendre un peu le contrôle du système d'immigration. Ça, je vais être très clair avec vous, là. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de ramener les seuils d'immigration à un niveau qui est soutenable sur le long terme, c'est-à-dire notre capacité d'accueil. Moi, je suis sûr que quand on accueille des gens chez nous, il faut s'assurer que ces gens-là puissent trouver un logement, puissent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, puis s'ils ont besoin d'être soignés, puissent aller à l'hôpital. Je pense qu'on a vu au cours des dernières années qu'on avait atteint, et peut-être même dans certains endroits au pays, dépassé le niveau d'accueil. Et ça, de la capacité d'accueil des gens chez nous. Alors, il faut quand même être conscient de ça collectivement, qu'il faut ramener ça sur une balance qui est beaucoup plus équilibrée. Et je pense que ça, c'était nécessaire de reprendre le contrôle là-dessus en disant notre capacité d'accueil, parce que ça a d'autres impacts. Ça a de l'impact sur le logement, ça a de l'impact sur les infrastructures. Parlez à vos collègues de Québec, ils vont vous en dire non là-dessus. C'est-à-dire que oui, on est toujours une terre d'accueil, oui, on veut les meilleurs cerveaux, oui, on a besoin de main-d'œuvre, mais en même temps, il faut que notre capacité d'accueil soit capable d'accueillir ces gens-là de façon convenable. Au niveau des travailleurs temporaires étrangers, c'est toujours quelque chose il y a des mesures qu'on est en train de regarder spécifiquement. On est très conscient que... Et vous savez, c'est ça qui est l'enjeu, c'est que la réalité, elle est différente d'une région à l'autre. Il y a une réalité urbaine, il y a une réalité rurale. Nous, ce qu'on a dit, on va privilégier ces gens-là dans la ruralité parce que c'est là où le besoin est le plus criant et essayer de moduler ça de façon, j'allais dire, intelligente avec les provinces en disant... Très conscient qu'il y a des entreprises qui ont besoin de garder leur monde, entre parenthèses, parce que c'est des gens qui sont rendus. Puis vous avez peut-être vu, mais je sais que le budget, il y a quand même plusieurs chapitres, là. Mais il y avait même une mesure que vous avez vue où on a dit il y a des gens qui sont ici chez nous depuis longtemps qu'on devrait amener vers la voie de la résidence permanente. Oui, quand vous avez des enfants chez nous, quand vous êtes établis, parce que on est venu maintenant avec des travailleurs temporaires étrangers, mais c'est plus tellement temporaire. Quand ça fait 4-5 ans, puis vos enfants ont 10 ans, puis ils s'en vont au secondaire, là,
il y a un moment donné, nous, il faut regarder ça de façon constructive, de façon intelligente, dans la bienveillance. Bien, il y a des gens qui font vraiment partie de la société maintenant. Ils sont établis chez nous. Alors, comment on amène ces gens-là dans la voie de la résidence permanente? Parce que c'est tout cet équilibre-là entre la résidence permanente et les travailleurs temporaires étrangers. Il y en a qui sont devenus, moi, je vous le dis même, là, on se parle, on est juste entre nous deux, mais il y a des gens dans notre communauté, moi, que je côtoie, et je ne savais même pas que c'était des travailleurs temporaires. Ça fait 10 ans que je les côtoie. Alors, c'est là où on est en train de dire, bien, ces gens-là qui sont ancrés chez nous, qui ont leur famille, qui contribuent déjà, c'est des gens qui sont bien intégrés chez nous, bien, on a un avantage à les garder parce que, comme vous dites, on a besoin de main-d'œuvre. Mais c'était ça qu'on essaie de faire. C'est toujours une question d'équilibre. Hein? Oui, mais je pense que le mot-clé, c'est de travailler avec les régions, avec la capacité régionale. Et on a fait récemment une conférence de presse avec l'UMQ, la FQM et la Fédération. Vous le savez, là, nos membres, c'est c'est la Chambre de commerce du Montréal Métro jusqu'à celle de Matane. Et tout le réseau des chambres est impliqué. Et les gens nous disent sur le terrain, tant les chambres que les représentants, les élus, laissez-nous travailler sur la capacité d'accueil. Donnez-nous accès aux travailleurs pour maintenir nos entreprises, nos régions vertes, et on va travailler ensemble. Alors, c'est le message de collaboration que je vous lance à la fin. Là, on arrive à la fin. On me coupe. C'est toute une fin. Moi, c'est pas moi qui vous remercie officiellement, mais je tiens quand même à vous remercier d'avoir fait cet échange-là. Je pense que vous nous avez donné un aperçu de votre budget, de comment vous le voyez, ce que vous avez mis en place, pourquoi. Puis c'est important parce que vous l'avez dit, un budget, il y a beaucoup de pages. Ça a été très vite hier. Fait que merci d'avoir pris le temps de le décortiquer avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à tout le monde. Puis moi, d'abord, Véronique, vous êtes une partenaire de choix. Je veux vous remercier pour le travail que vous faites. Et vraiment, chacune d'entre vous. Parce que hier, j'espère que ce qu'on a essayé de présenter, le premier ministre et moi, c'était vraiment une vision. Une vision d'un Canada ambitieux, une vision d'un Canada prospère, une vision d'un Canada qui se prend en main, une vision d'un Canada qui est capable de faire de grandes choses, une vision d'un Canada qui n'a pas peur de l'avenir, mais qui est plutôt confiant dans l'avenir. Moi, le message, vous savez, j'ai fait des entrevues jusqu'à tard hier et ce matin très tôt, mais je disais aux gens, fondamentalement, ça va bien aller. Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous savez, la plupart d'entre vous côtoyez des gens, vous avez des employés, des collègues. Il y avait un message hier en disant « ça va bien aller ». Conscient qu'il y a des enjeux, conscient que ce n'est pas facile à plusieurs égards, conscient qu'on ne contrôle pas tout, mais ce qu'on contrôle, on va s'assurer de bien le faire. Ce qu'on contrôle, par exemple, une économie canadienne, ce qu'on contrôle d'acheter canadien, ce qu'on contrôle de dire on va investir dans les gens de chez nous, on va protéger la science et la recherche, on va investir dans les technologies, on va devenir un grand manufacturier canadien, on va vendre à l'international, on va se donner les infrastructures dont on a besoin, on va bâtir le logement qu'il faut, de la compétitivité, le Canada va être le plus attractif. Puis en même temps, moi je dirais à la fin, j'espère que ce vent-là d'optimisme réaliste, mais un vent d'ambition aussi, vous allez être capable de le porter dans vos entreprises, dans vos familles, dans vos communautés, parce qu'à la fin, moi j'ai toujours dit, il n'y a aucun pays au monde qui peut être plus confiant que ses dirigeants, et les dirigeants sont ici aujourd'hui. Alors c'est moi qui vous dis merci. Merci tout le monde. Écoutez, bonjour tout le monde. Attendez, je vais venir. D'abord, merci d'être là. C'était intéressant de commencer la tournée pour un budget, la tournée post-budgétaire à Montréal avec la Chambre de commerce. Les grands décideurs du Québec puis de la région de Montréal étaient là. Moi, je pense que c'était intéressant parce qu'on l'a dit hier, c'est un budget d'investissement. Donc, c'est un budget qui parle au Québec. C'est un budget qui parle à Montréal. C'est un budget qui parle aux citoyens, aux citoyennes, aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux créateurs d'idées. Et là, je vais aller voir aussi la mairesse de Montréal qui vient d'être élue pour lui parler, voir comment, pour elle, ce budget-là peut l'aider. Vous savez, dans les gens, ce qu'ils nous ont dit, les municipalités à travers le pays, c'était « aidez-nous en infrastructure ». Et là-dessus, je vous dirais, on répond présent. Pour la première fois même, je pense que le gouvernement fédéral va même s'impliquer dans les infrastructures de santé. Donc, les gens qui disent on a besoin d'investir plus pour moderniser nos hôpitaux, moderniser les cliniques. Alors, je pense que ça, c'est bienvenu du côté, évidemment, des citoyens, mais je pense du gouvernement du Québec. Les investissements en logement sont essentiels. On est à Montréal. On sait que c'est un enjeu dans les grandes villes, mais c'est aussi un enjeu maintenant de plus en plus dans la ruralité, aussi dans les régions du Québec. Donc, de pouvoir faire plus en matière de logement abordable, c'est bienvenu. Ensuite de ça, on a parlé des investissements en défense.
Oui, la défense, ça va devenir un secteur d'activité économique pour le Québec. Bon, on a déjà des grands joueurs, les CAE de ce monde, les Bombardiers, mais je faisais même allusion au fameux soulier de Saint-Tite, où même c'est une entreprise qui est une PME de chez nous, qui elle aussi non seulement a une division de souliers, mais qui fait des bottes militaires en même temps. Donc, vous voyez, ça s'applique aussi à la PME. Comment on peut arriver dans une économie en pleine transformation, de saisir des opportunités. Finalement, on a parlé de la productivité, donc les incitatifs fiscaux qui ont été mis pour aider l'investissement au pays. Alors, moi, le message que je disais aux gens hier, c'est que c'est certainement qu'il y a un vent de face. On l'a vu à l'échelle mondiale. Il y a un vent de face. Notre partenaire économique le plus important a changé les règles. Ça nous affecte chez nous, ça nous affecte dans nos familles, ça nous affecte dans nos usines, ça nous affecte sur nos fermes. Par contre, le Canada a une capacité fiscale qui est enviable. Quand on regarde les grands pays du monde, on dit souvent que c'est l'Allemagne et le Canada qui ont cette capacité fiscale-là d'investir. Alors nous, on fait le choix d'investir sur l'avenir. Moi, j'ai confiance dans le Canada. Puis en même temps, on fait nos devoirs parce que les gens à la maison, ça fait plusieurs mois, même voire des années, que les gens se serrent la ceinture. Donc, l'exercice qu'on a fait pour trouver 60 milliards d'épargne, je pense que ça donne confiance aux gens que d'un côté, on est prêt à investir, mais on va être aussi rigoureux dans nos dépenses. Alors, le message que je dis aux gens, c'est que ça va bien aller. Oui, il y a des enjeux qui nous affectent, qui dépassent nos frontières, mais en étant maître chez nous, en investissant chez nous, en achetant chez nous, en développant nos industries chez nous, je pense qu'on va positionner le Québec et le Canada de façon viable dans la nouvelle économie mondiale. Bien, je dirais que on est content de faire notre part. Vous savez, moi, je compare souvent le plan d'investissement fédéral. Si vous regardez l'un des plus grands plans d'investissement en infrastructure dans le monde, c'est celui qui a été présenté par l'Allemagne. Quand vous regardez le plan canadien, je vous dirais que on se compare de façon favorable. C'est un plan générationnel dans les infrastructures, dans le logement. Et à ce titre-là, moi, je vous dirais, on est content de faire notre part. Je comprends l'appel de Québec de dire, OK, merci pour ce que vous avez fait, on aimerait que vous en fassiez plus. Je vous dirais, c'est un peu normal que les provinces nous demandent de toujours essayer d'en faire plus, mais ce qu'il faut constater, c'est que non seulement on a fait beaucoup de choses en matière d'infrastructure, mais on a aussi, si vous regardez au niveau social, au cours des dernières années, on a pratiquement doublé aussi les transferts en matière sociale avec les nouveaux programmes sur la garde d'enfants, le programme alimentaire scolaire. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, mais on les entend puis on répond présent. Regardez, par exemple, pour la première fois de l'histoire, je pense, le gouvernement fédéral va s'impliquer dans les infrastructures de santé. Et ça, c'était une demande spécifique du Québec. Alors moi, je suis content de dire on répond présent, on vous entend, on vous comprend, puis on veut faire ça en partenariat. Je comprends que, moi, je trouve 51 milliards, c'est quand même un bon début. Et on est content de faire notre part parce qu'on est conscient du besoin. Mais en même temps, vous savez, les gens nous demandent d'être fiscalement responsables. Donc, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre en même temps pour soutenir les projets d'infrastructure, mais aussi de garder un cadre fiscal qui est important pour le pays. Une enveloppe de 150 millions pour Radio-Canada. Le Bloc québécois vous interpellait sur le manque d'aide pour les grands médias d'information privés. Pierre-Carl Péladeau vient de le faire également. Vous répondez quoi? Bien, il y a des mesures pour aider le secteur créatif parce que moi, je disais, défendre notre souveraineté, c'est bien. Défendre notre identité, c'est aussi nécessaire. Donc, l'identité, notre culture, nos médias locaux, c'est important. Vous allez voir, il y a des mesures dans le budget spécifique justement pour favoriser les médias locaux parce qu'on est très conscient que aussi en matière médiatique, il y a des grands changements qui se passent. Le numérique est venu changer significativement ce qui se passe en matière médiatique. Et il y a des mesures dans le budget, mais je pense qu'aussi ce qu'on a fait à Radio-Canada, ça donne un peu le ton, c'est-à-dire qu'on est très conscient qu'on a besoin d'investir. Et un investissement de plus de 150 millions de dollars, justement pour s'assurer que Radio-Canada va pouvoir continuer de jouer ce rôle-là essentiel, je dirais, moi je le dis, essentiel à travers le pays pour faire entendre la voix des gens de chez nous à travers le pays. But jobs cuts are starting. Actually, the Bank of Canada said that it will cut 10% of its workforce. So that's more than 200 people. Is it a good thing to extend the cuts to
the Bank of Canada, aren't you concerned about the Bank of Canada's ability to make sound policy decisions based on that? I have not seen the comment you're referring to. I must say, yesterday I was a bit busy. But I would say, we appreciate the work of the Bank of Canada. Not only we appreciate, but you will have seen that when we're talking about open banking, when we're talking about stablecoin, the Bank of Canada is going to play a key role in that to develop the policies to make sure that we can offer these new financial products, but with all the safeguards that you would need. So I've not seen the comments that you're referring to, but I would say we work, we appreciate the work of the Bank of Canada. We have even given them more mandates in order to put in place these new financial instruments. So I'll be happy to comment further when I have a chance to see the comments. Are you in talks with other Conservative MPs to cross the floor? Listen, yesterday, as you would appreciate, I've been a bit busy, so I would leave that to others. Like I said, we have a new member. I know Chris is a good man. I'm happy that he is joining. But I think what more profoundly, is that actually I think he realized that this budget and this government is delivering for Canadians. That, the mandate that we have and what we've put forward yesterday, the roadmap, to have an investment budget, to make sure we invest in infrastructure, we invest in housing, we invest in our sovereignty, in our defense, that we invest in productivity, innovation. Actually, he listened to people in his own riding to say, this government is really delivering in a way that Canadians want. Canadians have understood that, there's some headwinds. And in face of headwinds, we're saying, well, Canada is one of the few countries in the world, actually. Everyone said there's only Germany and Canada which have really the fiscal capacity to make these generational investments. That's what we do. And if you look as well, they say, well, people who want to create growth should invest in infrastructure and housing and productivity. That's what we're doing. But at the same time, we're putting a house in order, making sure that we find savings of $60 billion, and we're going to continue the work. So I think his choice is also reflecting that the plan we put forward is really a plan that speaks to Canadians. Écoutez, vous savez, hier, j'ai été un peu occupé, alors j'ai pas eu le temps de tout suivre. J'ai vu les dernières nouvelles où M. d'Entremont avait choisi de se joindre à l'équipe libérale. Moi, ce que je vois, écoutez, je le connais, c'est une bonne personne. Vous savez, il était vice-président de la Chambre pendant des années. Je pense qu'il a dû voir ce que ses commettants lui disaient. Moi, c'est un peu ça, souvent, qu'on dit aux partis d'opposition quand on vient au budget. Ce budget-là parle aux Québécois, ce budget-là parle aux Canadiens, ce budget-là parle aux entrepreneurs, ce budget-là parle aux créateurs chez nous. Alors, je pense que le choix qu'il a fait reflète aussi que ses commettants à lui disent oui, on veut des gens qui investissent en infrastructure, oui, on veut des gens qui investissent en productivité. Et honnêtement, ce budget-là, je pense, a dû le faire réfléchir. Et je suis content de voir qu'il est avec nous aujourd'hui. Dans votre budget, il n'y a pas de place pour le plafonnement des GES pour le secteur pétrolier gazier, qui est le secteur qui émet le plus de GES au pays. Vous semblez faire le pari que la technologie, les bonnes intentions, vont faire en sorte que les pétrolières vont faire ce qu'elles n'ont jamais fait, réduire leur GES. Si jamais elles ne réussissent pas à réduire leur GES, est-ce que vous pourriez imposer un plafond? Bien, écoutez, vous avez raison. On mise en partie sur la technologie. On mise aussi sur une partie de réglementation. Je pense que quand vous regardez les différents crédits pour l'économie verte qu'on a mis en place, si vous regardez le Canada, je pense qu'à l'échelle, en tout cas, si je regardais dans les pays du G7, certainement, on est l'un des pays qui mise sur les technologies vertes, qui mise sur l'économie de demain. Alors, moi, je vous dirais là-dessus, on a une série de mesures dans le budget qui s'assurent qu'on va toujours être des leaders dans la lutte au changement climatique. Je pense que c'est important et c'est un peu le message qu'on envoie aussi parce que les crédits d'impôt qu'on a fait sur l'hydrogène, par exemple, les crédits d'impôt qu'on a sur les technologies vertes, les crédits d'impôt qu'on a fait pour les entreprises dans le domaine, par exemple, de l'électrification des transports. Je pense que le message est assez clair, qu'on garde le cap, on veut faire notre part, mais il y a différentes façons d'arriver aussi aux résultats qu'on veut, mais l'objectif de lutter contre les changements climatiques, il demeure impératif. Monsieur le on parle d'environnement. Est-ce que vous allez reconduire la subvention sur l'achat pour les véhicules électriques?
Bien, vous avez vu ce qui est dans le budget présentement. Pour ce qui est dans l'avenir, écoutez, je vais m'en tenir à ce qu'on a annoncé hier dans le budget. Mais d'autre part, ce qu'on peut voir, surtout aussi quand on parle pour l'industrie automobile, c'est là que vous voulez aller. Ce qu'on a lancé hier aussi comme message aux travailleurs, aux travailleuses qui sont particulièrement touchés par les mesures des tarifs américains, c'est qu'on sera là pour s'assurer que les entreprises canadiennes dans l'automobile puissent faire le pivot nécessaire. On veut garder ces usines-là chez nous. On sera là pour les travailleurs. On sera là aussi pour s'assurer qu'on puisse faire le pivot de ces grandes usines-là parce que l'industrie automobile, c'est une industrie qui est clé pour l'économie canadienne. Yeah, well, I'll just because I know we needed to go, but I'll take your question. No, I'd say when it comes to the immigration plan, what we're doing is that we need to come back to a more sustainable level. I think Canadians have realized across the country that in some ways the number of people we have admitted in the country were surpassing the capacity we have when it comes to finding a home, sending your children to school, or if you have to visit a hospital to have a place. So I think what we're doing is that we need to come back to a place where first we're taking control over the immigration system. We're coming back to more sustainable levels. So, you know, I think that when you admit someone in your country, you have the duty to make sure that they can find a home. Like I said, they can send their kids to school. So that's the first thing. So we need to get back to more sustainable level. And in addition, when it comes to temporary foreign workers, we have a number of measures in the budget that say a number of them have been with us for a very long time. I was giving the example, there's people in my community that actually, they're no longer temporary. Their kids are now in high school. And so these people, we want to find a way, we want to give them a pathway towards permanent residency in our country because they're really part of the fabric of our society and our communities, and therefore, that's what we have offered in the last budget. Merci tout le monde. On s'en va voir la mairesse si vous voulez venir. On s'en va saluer la mairesse. Ben écoutez, je vais la féliciter d'abord parce que grande élection. Excusez-moi. On me dit d'aller à gauche et à droite. Vous voyez, je viens au centre. Mais je vais aller saluer la mairesse Martinette parce que d'abord, je veux la féliciter, grande élection. Mais aussi, je veux l'écouter parce qu'il y a quand même plusieurs mesures dans le budget qui vont l'intéresser. Puis je pense que c'est un beau clin d'œil à Montréal de commencer la tournée post-budgétaire ici chez nous au Québec puis à Montréal. Alors, je veux vraiment prendre un moment avec elle avant ensuite de ça de se diriger vers Toronto. Mais on a commencé au Québec, à Montréal aujourd'hui. Donc, vous comprendrez, c'est important d'aller rencontrer la nouvelle mairesse pour l'assurer de notre soutien, mais aussi du désir de travailler étroitement ensemble. Merci tout le monde. À bientôt. No, I'm going. I hope you're putting that live. She may be watching TV. If I'm late, it's because I'm still talking to the media on my way to meet the mayor. Well, I'm very delighted. First of all, I'm going to see the mayor to congratulate her. She's a good friend. Great election here in Montreal. I think it was quite something, you know, to start the post-budget tour in Quebec, in Montreal. And I want to sit down with her and listen to her because there's a lot in the budget for municipalities. And in particular for Montreal. So listening to her, congratulating her, and making sure she understands that as federal government, we want to work very closely with municipalities and obviously with her. So if she's watching, I'm on my way to see you. Merci. Merci tout le monde.